le principe du Radio Live, c'est de tous les faire venir ensemble pour qu'ils se rencontrent et pour qu'ils dialoguent entre eux. Donc le deal entre nous, c'est qu'évidemment, on s'est rencontrés, on est complices dans ce qu'on va raconter, mais nous, on orchestre les choses, mais par contre, eux, ils n'ont rien préparé. Donc voilà, c'est spontané, on répète pas un texte. Et ça nous tient à cœur. Donc on les remercie parce qu'ils nous font confiance. Et ni eux ni nous sommes des professionnels de la scène. Mais en tout cas, on est heureux d'être tous ensemble pour raconter des histoires et échanger. Et maintenant, le Radio Live, ça existe depuis 6 ans à peu près. Et c'est une communauté de jeunes gens qui se relaient sur scène pour raconter leurs histoires. Récemment, on était en Inde, on a été au Rwanda, au Sénégal, pour continuer à élargir un peu la communauté et les territoires qu'on fait parler. Et d'ailleurs, c'est en Inde qu'on a rencontré Sumit, qui va parler ce soir. Sumit, Sumit, first time in Mauritius. C'est Sumit, je vais traduire rapidement ce qu'il dit, parce qu'il va parler en anglais, ainsi que Inès qui est là et qui vient de Bosnie, qu'on avait aussi rencontré à Sarajevo. Sumit, what's your impression of Mauritius? Comment ça se passe, l'île Maurice? I think before coming to Mauritius, I watched a lot of YouTube videos about Mauritius, but when I came here, it's much more beautiful than what I saw in the YouTube videos. On lui avait demandé de dire ça pour vous mettre tous très à l'aise. Donc il vient de dire que c'était encore plus beau que ce qu'il avait vu sur les vidéos de YouTube. Et Inès, first impressions of Mauritius? It's your first time here too, right? Yes, after more than 36 hours of a trip to arrive. It was really nice to come, and I don't know, I had a feeling that it was a mixture of everything I saw so far. You know, a bit of New Zealand because of the nature, a bit of China and India, you know, because of the probably melange of the people and everything, and I really liked it. And 3.5 million in Bosnia, it's very, very similar. Yeah. Similar. Là, c'est Soumit qui a adoré la plage de Grigri. Je pense que vous allez voir, il va parler du rap qu'il écrit, et je pense qu'un de ses prochains clips va contenir beaucoup d'images de cette plage, parce qu'on a tourné beaucoup de films, et puis on a rencontré Karina et Oliver, donc à Maurice, qui vont voilà, participer ce soir. Et qui ont eu le courage de participer alors qu'ils ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient faire ce soir, donc bravo à eux et merci de participer. On est super heureuse d'être accompagnée par Emeline, pour la musique. Et puis il y a Ludovic qui l'accompagne à la guitare, et il y a Gala Vanson qui vous propose des dessins ce soir, qui est illustratrice, et vous allez voir ses travaux et ses œuvres sur l'écran derrière vous. On n'est plus à la radio, on n'est plus sur les réseaux sociaux, on est au même endroit, au même moment, et on peut commencer maintenant. Je fais souvent le même cauchemar, que je suis rentré à Gaza voir ma famille, que je suis bloqué là-bas et que je ne peux plus sortir. Qu'est-ce qui va nous arriver? On ne peut absolument pas prévoir le lendemain. Underground democracy. Je vis pas vraiment en paix et en conditions normales. I think one of the saddest day of my life was the day they arrested some of my friends. We were not allowed to speak. They arrest you. We are fed up. That's why we said fuck to everyone. Vous savez, c'est idiot de me dire qu'on n'a pas peur. Et d'autre part, je ne peux pas abandonner ma position. Si j'abandonne, c'est là vont me reprocher mes enfants. Underground democracy. Qu'est-ce que ça représente la liberté pour vous? How can you live with this fear, constant fear of war, and being happy? They just want to live one peaceful day. Underground democracy. Are you happy at all? On nous raconte souvent qu'on ne pourrait plus s'entendre, qu'on soit à Paris, à New Delhi, à Sarajevo, on cherche souvent à définir des communautés, à ranger dans des cases pour se rassurer. Mais la nouvelle génération n'a pas envie d'être définie en 3 mots. Ce soir, on parlera de courage. Ce sera du courage de tous les jours, du courage dans les corps, dans les idées, du courage en amour ou en politique, face à la famille, face à l'histoire, dans des moments futiles ou des moments plus graves, qui, mis bout à bout, prennent de l'importance pour faire tenir des gens différents ensemble. Sumit, what is the thing that you think you inherited from your mother? Qu'est-ce que tu as hérité de ta mère? I think from my mother I inherited being stubborn,
because she was very stubborn. If she wants you to do something, you have to do it. There's no other way. And I think that is something I inherited in what I do. Il dit qu'il a hérité du fait d'être têtu. Et toi, Karina, qu'est-ce que tu as dans ta personnalité qui vient de ton père et qu'est-ce que tu as de ta mère, à ton avis? Ce qui vient de ma mère, c'est sûrement le côté où rien n'est impossible et où on doit se dépasser, la force, le courage, et ne pas avoir peur d'aller au-devant de de nos rêves, des choses qui sont importantes, et de les défendre comme on peut et du mieux qu'on peut, et de toujours rester droite et éthique dans ce qu'on fait. Mon père, ça rejoint aussi un peu ça rejoint ma mère, ils se sont peut-être bien trouvés pour ça. C'est le côté justement d'être toujours droite dans la vie, de vivre selon justement mes valeurs, de vivre ce pourquoi, des choses qui sont importantes pour moi, et puis ne jamais avoir peur de faire entendre ma voix. En fait, j'ai 2 parents formidables de toute façon qui m'encouragent à me dépasser et à faire ce que j'ai envie de faire. Et toi, Oliver, est-ce que tu pourrais me dire une chose où qui est différente pour toi dans ta vie de celle de tes parents? Une chose qui est différente et qui sera différente pour toi. Il faut que tu te colles vraiment très près du micro. Alors, c'est plus la ponctualité à eux. Alors moi c'est totalement l'inverse. Ils sont très ponctuels alors. Ouais, d'accord. Contrairement à moi. Et toi, Inès, si un jour tu devais quitter Sarajevo ou la Bosnie, qu'est-ce qui te manquerait le plus? Stubbornness of people, which sometimes I really dislike, but sometimes it's good. The openness, the way that they are approaching to people, this welcoming moment, this warmness, although for the nation who had a war, it's a bit strange to say that they are open and warm, but basically they are. And nature, yeah. Alors le fait qu'il soit têtu, le fait qu'il soit ouvert et la nature. Et j'en profite pour vous présenter aussi Fabienne qui a la gentillesse de traduire aujourd'hui les propos en français pour Soumit et pour Inès pour qu'ils puissent nous suivre pendant la soirée. On va commencer par partir vers Gris-Gris avec Karina. Et avec le son numéro 2. Karina, on a commencé par quelques images de toi, enfant à Gris-Gris. Est-ce que tu peux venir là? Est-ce que tu peux nous dire à quoi tu rêvais quand tu étais enfant, que tu avais 8-9 ans? Tu pensais que ta vie serait comment? Est-ce que tu avais des envies précises? Bon, à cet âge-là, on imagine un peu tout et rien. Mais je pense que déjà, le lieu où j'ai grandi a beaucoup déjà nourri mon imaginaire. Et ce que je m'imagine de moi et comment je me situe de manière générale
dans mon pays, dans ce monde où je grandis et où je vais vivre des choses. Mes rêves, j'ai toujours rêvé de voyager, j'ai toujours voulu voir le monde. J'ai toujours eu aussi l'envie de partir pour, je sais pas, pour découvrir un peu d'autres horizons, parce que des fois, notre insularité, elle peut nous étouffer aussi. Bon, pas à 9 ans, hein, ça c'est plus... Et ado, tu te disais quoi quand tu étais... Parce qu'on a vu des photos de toi en uniforme, c'est ça, oui, au collège ou au lycée? C'est ça, C'était quoi à ce moment-là? Tu pensais quoi? Est-ce que tu étais une ado un peu... Est-ce que tu as fait une crise d'adolescence? Je pense pas avoir fait une crise d'adolescence en soi. J'avais peut-être... disons que j'ai fait du chemin en attendant, parce qu'à ce moment-là, j'étais surtout très timide, très renfermée et bon, rebelle, pas vraiment, mais je pense que j'avais déjà un bon caractère à l'époque, même si j'étais timide, mais c'était pas vraiment exprimé encore. Beaucoup était intériorisé. On va écouter quelle musique tu avais dans la tête à l'époque, parce que tu nous as envoyé une petite vidéo. Je pense que c'était plutôt la période ado. Ouais. Jeune ado. T'étais où quand t'écoutais ça Tout le monde a 14 ans là, non? Ouais. À peu près. Ouais, j'avais bon goût hein, quand même. Franchement, tu te défends bien. Alors là, c'est souvent quand je faisais le trajet pour, donc de Souillac pour aller jusqu'à Vacquois. Donc ça fait quand même un long trajet. Et je me levais tôt. Et puis bon, je pense que j'étais aussi à la période à Maurice où il y a eu une espèce de renouveau au niveau du rock et tout ça. Donc j'ai baigné dedans. J'avais mon frère aussi à côté. Donc ça me renvoie aussi à ça, à tout ce que j'ai pu partager avec mon frère, qui n'est pas là, et puis mes amis, parce que forcément, les mêmes goûts musicaux, ça rapproche. Donc voilà, c'était essentiellement pour avoir de la bonne musique et faire ce trajet qui peut être pénible quand même. Et donc, tu parlais de ta famille, vous habitiez à Souillac, ouais. Et donc pas loin vous étiez presque tout le temps à Grégris, et tout a commencé par une histoire pour tes parents de voisins qui tombent amoureux. C'est ça, 2 voisins qui vivent côte à côte, comme beaucoup de Mauriciens, on vit côte à côte les uns des autres. Et puis un jour, ces 2 ados tombent amoureux, et là plus rien ne va, parce qu'ils ne sont pas de la même communauté. Et ils avaient quel âge quand ils sont tombés amoureux? Alors, ma mère devait avoir, je ne me dis pas de bêtises, mais elle devait peut-être avoir 17 ou 16 ans, je pense. Ouais. Et mon père, il devait, je sais plus, il devait avoir, en tout cas, il était plus âgé, il avait 18 ans, je pense. Ouais. Là, c'est le dessin de tes parents que Gala a fait quand on est allé les voir au restaurant chez Rosie à Grégris. Et ils nous ont raconté justement leur rencontre. On peut regarder juste une petite vidéo où ils évoquent ce moment-là. Tu nous avais dit, ils étaient encore un peu plus jeunes. Tu nous avais dit, vous pouvez aller les rejoindre, ils sont à Grégris. Et on est allé frapper à la porte et ils ont accepté de nous parler. Il a notre maison. Mais on s'est rentré, mais elle était la voisine, quoi. Qu'il avait son arbre d'assiette, comme on va dire chez nous. De ma maison, je la voyais en train de faire la lessive. Et auparavant, il n'y avait pas des trucs luxe comme maintenant. Il n'y avait pas on lavait les assiettes en plein air, en dehors, avec des seaux d'eau. Là, et elle était là en train de laver. Et voilà. Et puis mon père avait une boutique. Elle venait souvent acheter des trucs à la boutique. Et voilà comment ça a commencé. Et puis je me souviens qu'un jour, en sortant de l'école, moi j'étais assez timide. J'avais que
16 ou 16 ans, je crois. J'avais demandé à un ami à moi qui s'appelle James, je lui ai dit, et tu sais, moi je remets envoyer quelques petits mots à Rosie. J'ai jamais compris ça. Mais James a écrit 3 ou 4 lignes que j'ai données à Rosie. Ensuite, elle m'a envoyé une petite lettre et je me souviens encore je me souviens encore de ce qu'elle avait écrit. Elle a écrit, oui, elle a dit qu'elle aussi, elle m'aimait, quoi. Mais, oui, tu as dit. Et elle a dit que, surtout, moi, je suis une fille pauvre et je ne suis pas pareil comme toi. Et surtout, ne viens pas jouer avec moi. Et ça, c'était exactement ce qu'elle m'a dit. 13 ans pour dire ça? Elle avait 13 ou 14 ans. 13-14 ans. Elle m'a dit de ne pas venir jouer avec elle et que c'est du sérieux, oui, mais il faut prendre en considération parce que définitivement, nous, de notre côté, on était un peu quand même plus aisés parce que elle, c'était un peu moins. Et c'était ça aussi qu'elle disait, bon, étant donné que je connais leur situation comparée à la mienne, ben, de dire que voilà, si tu es sérieux, ok, ça va, moi aussi j'éprouve quelque chose, mais surtout ne viens pas jouer avec mes sentiments. Et ça, c'était une gamine de 13 ans. Eh ben moi, j'étais aussi, comme pour un garçon, 16 ans, c'était aussi... Moi, j'avais 16 ans, quoi. Mais dessus, ben oui, j'ai pas joué. Jusqu'aujourd'hui, on est... Combien de temps? Ça va faire 40 ans bientôt, l'année prochaine. Qu'on est ensemble. Ça ressemble à l'histoire qu'ils t'ont racontée. Oui, ça ressemble à ça, mis à part qu'il a oublié de mentionner les fois où il se mettait entre deux clôtures et il arrachait les feuilles pendant qu'il parlait à ma mère, parce qu'il était extrêmement timide, mon père. C'est peut-être de ça aussi, de là ou de lui aussi que je tiens ma timidité. Donc pour masquer un peu notre timidité, on peut faire beaucoup de bruit ou alors on va faire des trucs qui n'ont rien à voir avec le moment qu'on est en train de vivre. Donc, Et quand on est allé les voir, ta maman, elle nous a dit, moi, je suis déjà une enfant du métissage, et donc Karina, elle l'est aussi. Et ça forge un caractère et une personnalité particulière. Tu dirais que ça forge quoi comme caractère? Quand on grandit dans une île comme l'île Maurice, alors on est tous métissés. Le souci, c'est que quand on est métissé sur une génération, là, comme ça, immédiate, où il y a un mariage, ce qu'on appelle les mariages mixtes à Maurice, comme mes parents, en fait, on n'aime pas ce qui n'est pas définissable. Il faut se définir. Et le problème, c'est que quand il faut se définir, il faut souvent aussi trancher entre ses deux parents. Parce que Maurice étant une société patriarcale, les gens s'attendent à ce qu'on donne une origine précise et il faudra, c'est souvent celle du père. Alors c'était compliqué. Je pense que ça forge aussi parce qu'il faut s'affirmer. Et c'est tout un parcours pour faire comprendre son histoire et faire comprendre aussi qu'on n'est pas une espèce d'anomalie et qu'on est des gens équilibrés, qu'on va réussir dans la vie comme n'importe qui, qu'on n'a pas des défauts plus que d'autres et que c'est pas quelque chose qu'il faut regarder, tout simplement le regard qu'on a au départ, le regard de rejet, qui peut commencer déjà par la famille, parce que on n'est pas... parce qu'on est, je pense que moi, ce qui a toujours été important pour moi, c'est de pouvoir vivre cette identité. On a tous des identités multiples. L'identité, c'est pas une identité. Mais à ce moment-là, c'était important pour moi de pouvoir dire aux gens que voilà, je suis une enfant issue de ce mariage mixte et que j'ai des parents qui sont issus de 2 communautés différentes et que pour moi, me définir, ça vient à devoir raconter tout, sinon rien. On ne va pas me demander de trancher entre mes 2 parents. C'est quelque chose d'extrêmement douloureux de demander à un enfant. Parce qu'à Maurice, on a une question, on grandit avec cette question. Je vais la dire en créole parce que je pense que tout le monde la connaît, cette question. C'est qui t'as été, avec insistance. Donc c'est qui tu es ou qu'est-ce que tu es, voilà. Et ça fait référence, il faut donner une réponse par rapport à la communauté. Et moi, je ne peux pas en donner. Je n'ai jamais pu en donner une précisément. Alors il m'est arrivé de naviguer. Donc, selon l'audience, j'étais plus hindou, tamoul, ou selon l'autre audience, j'étais plus créole, catholique, enfin, selon les termes mauriciens. Je naviguais, en fait. Il fallait négocier ce truc parce qu'au fond, on a envie d'être accepté, tout simplement. On n'a pas envie qu'on nous regarde comme une espèce d'ovni, tout simplement. Et comment ça se passait dans les cours de langue tamoul quand tu étais à l'école?
Alors, c'est très compliqué, comme beaucoup de ces cours de langue de manière générale. C'est que le problème, c'est que quand on enseigne les langues maoristes, c'est souvent associé à la religion. Et là, en l'occurrence, moi, j'ai étudié un peu la langue tamoule parce que c'était la religion de mon père. Donc, forcément, je suis canalisée vers la langue tamoule. Le problème, c'est que je suis aussi la fille de ma mère. Donc, je partage aussi son patrimoine à elle. Donc, j'ai grandi aussi avec une grand-mère qui était catholique. Donc, j'ai grandi au milieu de plein de choses qui font partie de moi. Et dans ces classes qui peuvent prendre souvent une portée un peu sectaire, où tout simplement, je peux entendre des choses que je ne peux pas digérer par rapport à ma mère. Parce qu'on est censé apprendre une langue, on n'est pas censé apprendre qu'on est différent d'un tel ou d'un tel, qu'on n'est pas pareil, et qu'on est meilleur ou qu'on est moins bien. Ce n'est pas le genre de choses que j'ai envie d'entendre. Et forcément, je n'ai pas pu, et c'est un grand regret d'ailleurs, je trouve ça extrêmement dommage, parce que je n'ai pas pu persévérer dans la langue tamoule. Je me souviens au moins de mon prénom, comment on l'écrit, la mémoire visuelle. Mais par contre, il y a eu un rejet, parce que forcément, on est en train de vouloir m'imposer et de me faire trancher constamment. Il faut trancher, il faut dire que voilà, tu es la fille de ton père, tu es tamoule, point barre. Et non, et donc c'est extrêmement traumatisant. Ça peut être traumatisant en fait, ça peut être traumatisant. Et tu as fini du coup par, comme on le voit, par quitter la salle et quitter les cours de tamoul. À force, en grandissant, j'ai plus fait, j'ai arrêté. Et c'est dommage parce qu'une langue est une langue, c'est une richesse. Et finalement, avec ces bêtises, on ne sait pas valoriser notre patrimoine justement linguistique. Et c'est dommage parce qu'on perd. J'aurais bien aimé avoir une langue en plus à mon arc. Inès, qui est là, vient de Bosnie et elle aussi vient d'un couple mixte, est née d'un couple mixte, c'est-à-dire que son père était musulman, bosniaque, comme on dit là-bas, et sa mère était orthodoxe, croate. Et il y a eu une guerre dans les années 90 entre ces différentes communautés. Je ne sais pas si vous vous souvenez du siège de Sarajevo et la guerre qui a opposé les trois communautés, les bosniaques, les croates et les serbes, trois religions aussi. Et peut-être Inès, est-ce que tu peux nous dire une phrase en bosniaque, en croate et en serbe? Okay, so this is the usual package. Pušenje ubija, pušenje ubija, pušenje ubija. So it's the same pronunciation, just the two first are Bosniak and Croat. Nobody knows which is one because it's the same. And the last one is a Cyrillic writing, a Serbian writing. But it's the same, pušenje ubija. You pronounce it the same way, it's just different. Right? This is Latin and this is Cyrillic writing. Donc Inès, but of course, they are trying to say langues. that it's the three languages, but it's the same language with the different dialects, but it's the same language. Donc c'est exactement la même langue, mais tout le monde veut faire croire que c'est différent, le bosniaque, le serbe et le croate. Et peut-être Inès, tu peux nous dire un mot, on parlait de couple mixte, comme on dit. Toi, tu es né en effet d'un couple mixte en Bosnie au début des années 90, un père bosniaque musulman, une mère croate catholique. Qu'est-ce que c'était de grandir d'être une enfant de couple mixte en Bosnie? Well, before the war, it was a completely normal thing because the city where I grew up, it's called Mostar. It's on the south of Bosnia and Herzegovina. And it was completely normal to have mixed couples. This was a very normal thing. We lived in a communist, socialist country where it was very open for all the people, and the variety and the mixture was there. And after the war, it suddenly the mixed marriages were, of course, during the war and after the war, the mixed marriages became the biggest problem in the country. And they would approach to the kids like me coming from these marriages. They would call us mixed meat. And I remember that my father once told me, "What is that? It's some kind of appetizer, something to eat, mixed meat, you know. Okay, we eat mixed meat every day, you know, because we are very meat culture. We like meat a lot." And when I was in school, they would often ask me, "But what are you?" You know, they would constantly ask for your identity, and your ethnical identity meant your religious identity as well. And so I would come to my father and I would say, "But what am I? You know, you have to tell me, you know, in which bracket do I go?" And then he would look at me and he would say, "You're a child, and you tell them you're a child, and that's it, you know. And when you grow up, you will choose your own identity. And if you want to be whatever you want to be, I'm fine with that."
And I think that was one of the most precious things that he ever told me, although being a teenager, it's very hard when you are fighting. You're fighting constantly about your identity in so many other things, but then you have ethnicity and religions that you also have to fight with. And this was the hard moment of this growing up. Today, I'm very, it's very strange because in Bosnia, you know, you can't be Bosnian and Herzegovinian. You need to be either Bosniak Muslim, either Croat Catholic, or Serb Orthodox. And we had a census 3 years ago when they asked to say your nationality. And I said, but I'm Bosnian and Herzegovinian. This is my identity, you know? And the woman said, okay, you go into the bracket, which is called the others, you know? So now, in my nationality, I am the other, you know? Alors, toi aussi, il y a cette question, Karina, dont tu nous as parlé. S'il y a un recensement, qu'est-ce que je coche comme case? Peut-être on peut traduire rapidement avant ce qu'a dit Inès. Donc, oui, Inès s'est retrouvée effectivement dans les mêmes problématiques que Karina, à savoir de se demander quelle était son identité et l'impression qu'on lui demandait de choisir, et que quand on est adolescent, on a déjà tellement de choses à gérer que du coup cette question supplémentaire de devoir choisir était difficile. Et évidemment, avant la guerre, c'était pas un problème, les couples mixtes en Bosnie. Pendant et après, c'est devenu un problème. Et quand elle était enfant, pendant la guerre, elle a dit à son père, mais qui je suis? Parce qu'à l'école, on lui demandait tout le temps, mais toi, t'es d'où? T'es de quelle communauté? Et son père lui a dit, écoute, toi, t'es une enfant. Et elle dit, c'est la meilleure chose qu'il m'ait dit, parce qu'en fait, voilà, j'étais une enfant, et peu importe si j'étais bosniaque ou croate. Et ensuite, elle disait que pour le recensement, en effet, il faut cocher bosniaque, croate, serbe ou les autres. Et donc, elle coche les autres. Et qu'est-ce que tu coches, toi, Karina, s'il y a un recensement? Logiquement, je pense qu'il faudrait que je coche population générale, parce que les autres, quoi. Mais en même temps, il n'y a rien qui est satisfaisant là-dedans. Il faudrait ajouter les autres, peut-être Les autres, je ne sais pas. Je veux dire, pour moi, toutes ces catégories, elles sont obsolètes, en fait. Vous demandez aux Mauriciens de se positionner par rapport... Alors déjà, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on est en train de demander, la religion de la personne, l'ethnicité, il faudrait définir un petit peu tout ça, la culture, la langue ancestrale, enfin on ne sait pas trop. Hein. Et concrètement, non, il n'y en a aucune qui me satisfait, moi, dans ces catégories. De toute façon, la seule qui me satisfait, c'est de dire que je suis mauricienne, et puis c'est tout, parce que c'est comme ça que je me sens entière et que je me sens exister, et que je sais que tous les Mauriciens vivent au quotidien. Donc effectivement, parfois on a ces espèces de recensements qui vont nous demander de dire qui on est. D'ailleurs, la Constitution nous classifie de cette manière. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit continuer sur ce type de modèle. Ce qui a servi à un temps n'est pas forcément ce qui est bon ou ce qui est tout simplement... Et est-ce qu'on se poser la question, est-ce que ce n'est pas obsolète? Parce que vu le métissage qu'il peut y avoir, c'est un peu difficile de définir, et puis sans forcément, je veux dire, jouer un peu avec la réalité de ce qu'est cet individu en réalité, quoi. Ce qui nous a touchés, Karina, quand on s'est rencontrés, c'est que tu nous as raconté en effet l'histoire de ta famille, de tes parents, et aussi comment chaque génération a changé, aussi comment ça a avancé voilà, au fil des générations. Et tu parlais de ton grand-père paternel, pour lequel ça a été difficile peut-être d'accepter l'union de son fils, voilà, l'union mixte. Mais quand on a rencontré tes parents, on a bien senti qu'il y avait eu une évolution, et que tout ça avait avancé, et que tout le monde avait été modifié par la situation. Et peut-être qu'on peut écouter, parce qu'on a enregistré une discussion entre tes parents où voilà, ils racontent un peu ça. C'est le son numéro 3. Que vous-même, vous étiez une enfant du métissage, et que ça a donné des personnalités particulières. Comment vous expliqueriez ça? Je pense déjà le regard des gens, de la famille, déjà c'est une lutte. Quelque part, ça forge le caractère de lutter pour être accepté, d'essayer de plaire, mais quand même ça ne marche pas. Mais avec le temps, finalement, on sait reconnaître vos valeurs peut-être, on sait voir en vous une battante, on sait voir en vous un hard worker, on va dire. Je pense que finalement, les gens... Peut-être ils ont besoin de toutes ces petites choses pour mettre ensemble, pour pouvoir dire oui, cette personne, elle est respectable, c'est une personne bien, elle a pu faire des bons enfants, elle a pu donner des bons exemples.
je pense que à the end of the day, on va dire que ça peut, ça se termine comme ça. Maintenant, les beaux-parents sont plus là, mais ils sont partis quand même avec le regard, on va dire, un peu de mon beau-père, surtout qui ne pouvait pas m'accepter du tout, mais d'admiration, de fierté quelque part. J'ai pu sentir ça dans son regard avant qu'il parte. De dire, franchement, je ne peux pas te le dire parce qu'il était assez orgueilleux comme bonhomme, mais n'empêche, on voyait ça. On voyait qu'il avait beaucoup de chagrin d'avoir perdu tout ce temps à juger, à ne pas pouvoir comprendre, accepter. On aurait pu vivre une vie familiale extraordinaire avec tout ça. Pour moi, c'était quelque chose que je m'y attendais. Je n'étais pas préparée à ça. Ce refus de ne pas pouvoir accepter une jeune femme chez vous, que moi je venais avec mon cœur, je voulais être dans cette famille, être intégrée et rendre service, être aimée et aimer à mon tour et d'aller vers eux. Mais c'était refus, fermer la porte close. Non, on t'accepte tout simplement. Et vous pensiez que ce serait si difficile? Vous aviez imaginé que ce serait compliqué comme ça? Disons, moi, mais ma famille était vraiment très très orthodoxe concernant la religion, et étant donné que je suis tamoul, etc. et tout, c'était difficile de vivre et surtout c'était difficile de choisir. Et étant donné que j'étais l'aîné de la famille, quand on est l'aîné, il y a la responsabilité, il y a la relève, il y a la transmission des valeurs familiales et des trucs comme ça. C'était difficile pour moi de vivre ça parce que je ne pouvais pas quitter Rosie parce que je l'aime. Et en même temps, j'éprouvais beaucoup d'amour pour mes parents aussi. Et c'était ça le plus difficile. Et quelquefois, je me voyais perdu et un petit peu, ça pète les nerfs quelquefois. Et je ne pourrais pas dire des choses à mon papa et tout ça. Et même à ma maman, c'était très, on disait ça, d'être respectueux envers ses parents, au risque de ne rien dire, quoi. Et avec le temps, ça a évolué, ça nous a fait mal et c'était difficile. Je pense que c'est une chance que vous nous donnez là, nous, de pouvoir le dire, le faire. Je pense que c'est une sorte de guérison quelque part. C'est la première fois qu'on le parle, nous deux, librement devant quelqu'un d'autre. Ce qu'ils n'ont pas pu toucher, c'était le noyau. Le noyau était là. Quand je voyais que tout allait être détruit, qu'on allait vraiment atteindre ce noyau qu'on a vraiment gardé depuis beaucoup d'années, c'est là où il y a eu un certain changement en moi. J'ai dit non, je dois protéger. Et c'est en même temps que des trucs que je n'aurais jamais fait, c'est de partir, de quitter mes parents et de partir. Et ça, je l'ai fait parce que là, on voulait toucher ce qui je voulais défendre à tout prix. C'était notre mariage, notre union et nos enfants. Et si on touche à ça, là, j'avais eu le courage de partir et on a pu vraiment se reconstruire. Moi, j'ai appris. Moi, je dis que mon papa n'a pas pu voir ça. C'est un type qui a bossé dur depuis l'âge de 9 ans pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Il a démarré dans le champ de canne. Il était coupeur de canne. Il s'est battu pour ses enfants et ce que j'aurais aimé, puisqu'il aime au fond de lui les gens qui travaillent, les gens qui bossent. Mais il n'a pas pu voir ça en Rosie. Mais il l'a vu à la fin. Et à la fin, il a reconnu. En tout cas, vous êtes une famille où à chaque génération, chacun a changé. Mais je veux dire que dans tout ce que j'ai pu faire, mais disons, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait s'il n'y avait pas Rosie à côté de moi. Tu pouvais le faire, mais tu ne croyais pas en toi. Non, mais c'était la force. Oui, moi j'avais des muscles, mais je n'avais pas Mais elle c'était de la force mentale. Mais ma plus grande satisfaction, c'est qu'on a cassé des barrières. Aujourd'hui, moi, j'ai été cramponné à une religion. Rosie, elle était beaucoup plus, comment dirais-je, universelle, beaucoup plus ouverte en termes de pensée. Mais moi aussi, peut-être je l'étais, mais je ne pouvais pas le pratiquer. Parce que moi, 6 années, j'ai été à l'école des frères, à Maurice. C'était une école chrétienne, catholique.
Bon, ça nous a coûté cher, mais moi, je ne regrette rien. S'il faut le refaire, je vais le refaire. Mais effectivement, je vais apporter des petites modifications. Là où je sais que j'aurais pu faire autrement, mais je le ferai. Mais aujourd'hui, ce que je sais, on a des enfants qui sont libres. Et ça, c'est très important. J'ai 4 ambassadeurs et ambassadrices, 2 ambassadeurs et 2 ambassadrices qui vont m'apporter ce que nous, on a voulu faire. On a fait ce qu'on a pu, mais c'est eux maintenant de changer le monde. Karina, le peuple gris-gris qui était à ton grand-père, ça s'est transformé plus tard en restaurant chez Rosie. C'est ça. Et c'est ça qui est... Je trouve que c'est magnifique. Finalement, ça part de ce restaurant, le gris-gris. Et finalement, aujourd'hui, le nom qui est arboré sur la devanture, c'est celui de ma mère, celle qui ne l'avait pas voulu et qui l'avait rejeté. Et celle qui a aussi fait que de ce petit restaurant, elle en a fait quelque chose de beau et de grand. Et elle y a mis tout son cœur, justement. C'est son héritage à lui, à mon grand-père. Et c'est elle qui l'a transformé. Moi, je trouve ça formidable. Et en plus, on a eu la chance d'y aller avec Soumit et de trouver ça très, 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 très bon. Soumit, did you appreciate the lunch we had chez Rosie? The lunch we had. And what would happen if you wanted to marry someone who's from a different community? What happens today if people from your community, Dalit community, want to marry people from other castes or from castes that are outside Dalit? Yeah, so in India we have something called honor killing, and usually they believe that when one caste, from the higher caste mixes with someone from a Dalit community, and especially through marriage, the honor lies in the women's body. So if I fall in love, let's say, with a high caste woman, there is a very high possibility, and coming from a rural area, in urban spaces, there's still possibility that they might get away with if they have good job, maybe good job as in like very big positions. But if it's about rural areas, then it's always a possibility that the guy will be killed. And this is what something that I've been telling, that recently there was an intercaste couple in India. A Dalit guy fell in love with another higher caste woman in Tamil Nadu. Both of them were burnt alive. En Inde, les mariages mixtes, c'est très compliqué, notamment ceux avec les personnes de la communauté Dalit à laquelle appartient Soumit, et donc on peut aller jusqu'à tuer ces couples-là, surtout dans les régions rurales où ces mariages ne sont pas du tout acceptés. Dans les villes, si on a un bon travail, ça peut être possible. Et d'ailleurs, Soumit nous racontait, you were telling us that toi, tu organiserais un jour peut-être tu conseillerais à ces couples d'aller chez toi parce que tu habites dans un endroit où il faut voyager pendant 36 heures pour y accéder, ou 24 ou 36 heures, et que du coup, personne ne pourrait les retrouver là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé, Karina, entre le moment où tes parents nous racontaient que tu étais dans les jupes de ta mère et que tu étais très timide et que tu passais des heures à faire tes devoirs et que tu étais un peu sauvage, et le moment où tu as commencé à parler dans des mégaphones et monter sur des camions? Monter sur des camions pour défendre le littoral de Maurice. Qu'est-ce qui s'est transformé? Je pense que c'est rien de transformé en fait. Ce sont des choses qu'on a en soi. Et c'est juste qu'il faut un moment, ou alors on a l'occasion, justement, il y a quelqu'un qui nous pousse et qui nous prend. Ça s'est littéralement passé comme ça pour le camion, parce que j'étais pas du tout préparée, j'avais rien, j'avais pas réfléchi, j'étais juste là. Et on m'a dit, vas-y. Parce qu'il se passait quoi ce jour-là? En fait, il y avait un projet donc au niveau des falaises de Grigrig, donc juste à l'arrière des falaises,
Le problème, c'est que ce projet, quand il est arrivé, il allait supprimer une route qu'on utilise depuis plus de 100 ans, et ça nous supprimait l'accès direct aux falaises. Et bon, là, je me suis dit, j'habite à Grigri, je vais quand même pas faire tout le tour pour aller sur mes falaises. Hein. Et du coup, j'étais en vacances, parce que je faisais mes études en France à ce moment-là, et j'étais en vacances pendant 2 mois. Et aussitôt, les 2 mois que j'ai été là, j'ai passé mon temps déjà, la première fois, je ne m'attendais pas à monter sur ce camion, vraiment. On m'a vraiment poussé, on m'a dit, vas-y, parle. Et forcément, quand on est devant, il faut sortir un truc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on se rend compte aussi qu'on a énormément de choses à dire et qu'il faut les dire et qu'on a une voix et qu'il faut l'utiliser. Et c'est vraiment le premier moment où je prends confiance en moi et je me dis, je reste timide, hein, mais quand on est devant et qu'on doit faire quelque chose en quoi on croit, ça nous donne la force de se dépasser, en fait. Et qu'est-ce qui se passe quand tu nous as parlé de quelques actions particulièrement fortes où tu te retrouves souvent au poste de police, ou voilà, il faut aussi, c'est quelques sacrifices. C'est énormément de sacrifices. Et c'est pas un jour, je me lève et je me dis, je vais me retrouver au poste de police parce que j'aime ça. Je pense qu'il n'y a personne qui a envie de se retrouver au poste de police parce que, tu l'as bien rappelé, je faisais mes devoirs, je suis la bonne élève, je fais mes études en France, je faisais mon doctorat. C'est pour ça que je me suis retrouvée, en fait, ces 2 dernières années, je me suis retrouvée à venir à Maurice parce que je faisais mes études de terrain. Et pendant ces 2 dernières années où j'avais un pied ici, un pied en France, où je suis restée de longs mois en fait à Maurice, sur 6 mois, 8 mois, et c'est les 6 mois, 8 mois où je devais travailler sur mes recherches, finalement, je me suis retrouvée happée par des choses qui sont importantes pour moi. J'ai grandi au bord de mer, je sais la chance que j'ai d'avoir eu une enfance pareille, et je sais aussi que cette nature, elle est importante pour chaque Mauricien, que notre santé mentale en dépend. Et je me suis engagée aussi parce que on parle de la qualité de vie, de l'accès aux loisirs, il y a tellement de choses, mais on parle aussi tout simplement de lutter contre l'aliénation, parce que c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui changent à Maurice, ça change extrêmement vite, mais très peu est fait en pensant à « et ce Mauricien, on en fait quoi? Et lui, il est où dans tout ça ?» Donc le combat des plages, c'est aussi tout ça. Donc je me suis retrouvée pendant ces 2 années à complètement me donner à fond dedans, à pas réfléchir, à parfois me retrouver en me disant « Oula, je ne fais pas ce que je suis censée faire en venant ici. » Mais en fait, si, je faisais exactement ce que je devais faire, même si ça demandait que je mette ma thèse de côté. Parce que là, à ce moment-là, je faisais quelque chose qui avait du sens. Et j'ai un peu une obsession du sens, en fait, depuis toute petite. Parce que... et toi, Inès, est-ce que tu t'es déjà posé la question entre faire une thèse, continuer les recherches et l'action collective sur le terrain? Est-ce que ça s'est déjà posé, ce dilemme-là? We were talking just before the show. I was saying that we have very similar things happening in our country, because Bosnia is full of water and it's full of green areas, and now we are privatizing everything. And for 2 years we were fighting with women in one very divided community that came together because they wanted to protect their river against the mini hydro plants being built on this river. And 3 days before arriving to Mauritius, I received a photo which showed a court decision that the new investment was abolished. After 2 years, we were standing there with these women for 2 years to fight for this river, to fight for the nature that we have, to preserve it. And it also showed this moment that if you create trust with people, and this is the hardest moment, you know, you need to make them trust you, that you are not just a project that's going to be done and, you know, get the money to like work with the community, do the, you know, the usual NGO work, you know, take the money and run away, but you will actually do something on the ground with these people and show them that you do care, and you will get the, you know, the reconciliation moment as well. And this was really a powerful moment for us, but I think it was a powerful moment for the community itself. En Bosnie, Inès s'est battue pour une rivière qui était menacée également par des décisions pour privatiser et qui aurait des impacts négatifs pour l'environnement. Elle s'est battue pendant 2 ans et là, juste avant d'arriver, elle a reçu la décision
du tribunal qui disait que ça allait être aboli, donc elle est contente. Comme quoi, il faut encourager les filles et les garçons à monter sur des camions. Vous qui êtes là et qui vous nous écoutez, peut-être que c'est le moment où vous allez pouvoir interagir avec nous. On va vous demander de faire cette chose qu'on ne fait jamais dans les spectacles, c'est-à-dire de sortir vos téléphones portables et de les allumer. On va vous faire voter. On va pratiquer la démocratie locale. C'est juste pour un petit vote, en fait, sans regarder tous les messages que vous avez reçus depuis 3/4 d'heure. Mais vous pouvez prendre votre téléphone et on va vous poser 2-3 questions et ça vous permet de dire oui en l'allumant comme ça vers nous. Et si c'est non, vous ne bougez pas. Alors, sortez vos téléphones. Il va falloir voter. Vous pouvez sortir aussi vos téléphones si vous les avez. Vous êtes prêts? La première question qu'on va vous poser, donc vous répondez par oui en montrant le téléphone, par non en ne le montrant pas. Est-ce que parmi vous, qui ici considère qu'il ressemble à ses parents? Si vous ressemblez à vos parents, vous pouvez montrer vos téléphones, sinon vous les gardez cachés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Ah oui. Une grosse partie, mais il y en a qui décident. 3/4. D'ailleurs, on a des fils dont on sait que les pères sont dans la salle. On se demande s'ils montrent leur téléphone. J'ai pas l'impression. Super. 3/4 des personnes. Deuxième question. Est-ce que vous avez l'impression que votre vie est plus facile que celle de vos parents? Qui a cette impression-là? Est-ce que votre vie est plus facile que celle de vos parents? Plus simple, plus libre? Une grosse moitié. Ouais, et là aussi. D'accord. Dernière question. Qui parmi vous a déjà été dans une relation mixte avec des communautés différentes, des milieux différents? Ok. Une grosse majorité de la salle. Ouais, la moitié, un peu plus de la moitié. Super. On continue en musique avec vous deux. Ouais. Et voilà une chanson qui a justement été composée pour Karina. Et puis on va partir en Inde avec Soumit. Pas que pour moi. Pour Karina et son mouvement. Pour tous les Mauriciens. Un paradis là-bas, l'Ola Côte Sud, si la place appelle Pomponnette, remplie à fil à eau. Enfants mettent masques à poil découvert, Pomponnettes se font marraines, grand la pierre, la casse au son. Oh là là, c'est gars déroulé, l'Ola Côte ça même, ou pourtant des Mauriciens contents, hein, sur la place. Un grand lapotas peut passer dans un petit tantôt pour un petit fait baba ni monter gain ni s'azouer. Ayo qui s'aminis la perro de fer. Il peut mettre barras, peut ferme nous dans l'enfer. Si maman ou tendez ou pas capable là-bas. Pas qu'à faire pique-nique, sécurité vinti à toi. Ça saute en prison tropicale. Si dans des 100 ans, nous t'y vivons même comme Eras. Koumaban enfermé dans la cale. Des 100 ans plus tard, du bout devant une barrage. Dans prison tropicale. Si dans des 100 ans, nous t'y vivons même comme Eras. Koumaban enfermé dans la cale. Des 100 ans plus tard, du bout devant une barrage. Sans ces peseux de craie, la monnaie, 4 coins Maurice, puis bétonné, rance grand l'hôtel pour ban grand missier. Ah ben nous n'a pas VIP, bizarre démaillé, puis l'autre côté que ça poilé n'est plus connu. Ah y'en a peine à l'ombrage pour nous assiser, autres filmés de barras, pour autres enfermes, nous dans l'enfer. Imaginez qui pour arriver dans l'avenir. Allez, nous n'est plus pour reconnaître nous tisines. Oiseaux dans prison tropicale.
T'es dans des sens, nous t'y vivons même comme Eras. Comment ban enfermé dans la cave. Des sons emplis d'ordi pour devant une barrage. Oiseaux dans prison tropicale. T'es dans des sons, nous t'y vivons même comme Eras. Comment ban enfermé dans la cave. Des sons emplis d'ordi pour devant une barrage. Petit monde, qui se t'enlève ça, qui se guette à paix, qui mourit cherche au droit. Nous tous nous capables, partager, si ce partageons nous, mais partageons nous. Allô, tiens, ça ban fatal, Qui peut venir, c'est pour nous. Un petit monde, qui se t'enlève ça, qui se t'enlève ça, qui se guette à paix, qui mourit cherche au droit. Nous tous nous capables, partager, si ce partageons nous. Allô, tiens, ça bat fatal, qui peut venir, c'est pour nous. Parce dans prison tropicale, t'es là des 100 ans, nous t'y vivons même comme Eras. Comment ban enfermé dans la cale, des 100 ans plus tard, t'y peux devant une barrage. Aïe, oiseaux dans prison tropicale, t'es là des 100 ans, nous t'y vivons même comme Eras. Comment ban enfermé dans la cale, des 100 ans plus tard, j'ai beau devant une barrage. Merci. Merci. Soumit, tu t'es dit que tu allais faire un petit dessin contre que personne ne verrait. Mais heureusement, il est sur l'écran, mais tu as dessiné ton village. Est-ce que tu peux nous décrire, je vois que tu as marqué l'école, le cimetière, les maisons là. Can you describe the neighborhood you grew up in? Yeah, so this is my basti. Basti is like a colony, local colony, and this basti is my community basti, and my community is called Dome. And you have the Kond basti, the tribal basti, the Kond community. And then you have the high caste basti. So every community lives segregated in different spaces. You cannot, let's say for example, I come from the Dome community, I cannot access the hand pump that is nearby the high caste basti, even now. So if I have to go to school, I cannot go through their colony. I have to take a different route to go to the colony, and we're not allowed to take that particular route. On parlait de langue. Comment ça se passait à l'école, Soumit, puisque tu parlais pas forcément la langue du professeur. Comment vous étiez divisés en cours? Yeah, so there was a big problem in the school because the district that I come from, you have so many different languages, and the language that was taught in the school was Oriya, and which we didn't speak. We spoke some different language, our community. So to understand the textbooks, it was very difficult because the textbooks were in Oriya, and the teacher also would never speak in our language. The teacher would always speak in the Oriya language, so it was very difficult. And since we came from the Dome community, and most of the kids that came from our community were very poor, and yeah, so, and the treatment was very different. The teacher would not like us when we were in the school. À l'école, c'était difficile parce qu'il y avait encore une troisième langue, donc c'était l'Oriya qui était parlée à l'école et qui n'était pas celle de ma communauté. Donc au début, j'arrivais en classe et je ne parlais pas la langue, et il a fallu s'adapter. On était plutôt au fond de la classe et plutôt pas très bien traités par les professeurs. Et toi, Oliver, on en parlera tout à l'heure, tu nous disais que tu venais d'un quartier qui était très métissé, mélangé aussi. Est-ce qu'à l'école, il y avait des différences ou des petites rivalités, ou comment ça se passait entre les enfants, ou est-ce que ça se ressentait pas? Alors, pas à l'école primaire, mais quand je suis allé dans le secondaire, là oui, si, il y avait des clans, genre ça c'est le clan musulman, ça c'est le clan hindou, ça c'est le clan créole,
voilà, les enfants étaient plutôt divisés entre eux-mêmes, même au sein des équipes de foot aussi. Alors, ouais. Et alors, Soumit, parfois, ces divisions prenaient des proportions très difficiles et on pouvait vous soumettre, enfin, les violences qui étaient exercées à l'encontre de ta communauté. Tu nous as parlé la première fois qu'on s'est rencontrés, on était sur le campus dans la fac où tu as fini par aller à Delhi. Tu nous as parlé d'un événement qui t'avait particulièrement marqué quand tu étais jeune, en grandissant. On va écouter le son numéro 6. It is a very violent society in the sense that when I grew up, I grew up seeing my mother getting humiliated on the road by upper caste men, and I still remember there was once we were playing cricket. She called up the other guys of the house, and I was tied to a pole in the village. I was tied to a pole, and they took my T-shirt and they took my pant, and it was only my underwear, and they started beating me. They started beating me badly, and after that they left me like that, and I was like, it was worse. I had scratches all over my body, and then someone called my mother, and my own people were standing there, 7, 8 of them, and they were seeing that they couldn't come. Then they called my mother, and my mom came and took me, but my mom couldn't say anything. My mom couldn't say anything because she knows, because even in the police, it's the upper caste community. In the judiciary, it's the upper caste community. I always ask to myself, are we inferior? Like, why are we being treated like this? We're not allowed in this space. And I used to question even my smell. At a point of time, I thought, like, because in the school that I studied, every upper caste kids will get their tiffin. And they will give me food, but when my mom once cooked and gave me, then they didn't eat. So I used to think that even our food is also polluted, or maybe my mother doesn't know how to cook. And I used to question my smell, my birth, my existence, my parents, everything. That anguish inside me, that pain was always there, like, why is it happening like this? I didn't want even my parents to come to school, not because I was ashamed of them, but I felt, my parents will be humiliated because my parents look different, they speak different, so I didn't want to happen that. This sister, Christian missionary school, they sent, and this sister scolded her, and my mom went without responding anything, and she cried and went. And my father, whenever he came, he was always kept outside the principal office, and he would wait. My father would ask a question, and the principal would not respond. The principal would be very disinterested, and she would respond after 4 minutes, 5 minutes, and my father would be with the, holding head low, he would be waiting. Then I shifted to different schools, and I worked as a helper in the jeep, and I worked in a hotel. I used to do dishwashing while studying, class 7th, 8th. Even during college, I worked in a chow mein shop, so I used to wash the dishes back then also. My parents are not very educated. My mom also didn't study much, neither did my father. But one thing that helped me all my life was my parents always knew that if there's anything in this world that can give us some place, some status in the society, some position in the society, can give us a better life, it's only education. Even now, they don't care what I study, but they are very happy that I'm studying.
Soumit, on entendait tout à l'heure que tu racontais que, effectivement, quand tu étais jeune, tu avais un jour perdu la balle alors que tu jouais au cricket avec des copains, que tu avais perdu la balle dans une maison de caste inférieure et que du coup tu t'étais fait taper par les gens qui habitaient là et que personne ne pouvait te défendre parce que la police elle-même ne défend pas les gens de ta communauté, la communauté Dalit. Tu racontais aussi les humiliations qu'on faisait subir à tes parents à l'école parce qu'ils appartiennent à cette communauté, ton père auquel on ne répond pas, et qu'en fait tu te posais beaucoup de questions toi-même sur ton identité. Est-ce que finalement tu sentais mauvais? Qu'est-ce qui allait? Pourquoi est-ce qu'on te traitait comme ça alors que tu ne te sentais pas différent des autres? Peut-être pour continuer, tu parlais des difficultés que les jeunes comme toi dans ta communauté ont pour s'élever peut-être dans la société et sortir de leur village pour aspirer à des choses plus grandes ou différentes de celles de ses parents. Toi, tu avais déjà appris 3 langues en arrivant à l'adolescence et puis tu t'es dit en fait peut-être que maintenant l'étape suivante c'est d'apprendre l'anglais. Comment est-ce que tu as appris l'anglais? So you had to learn English in the end to try and go study. How did you learn Yeah, English? I studied in a local regional medium school, Oriya medium school, and then I realized that most of the students who are going to college, they speak English, and in the village, whenever any officer came, they speak in English, so everybody will just go and listen to him or her. So I thought English gives you some kind of a status, and people will listen to you. So that's when I used to, in the local market, I used to steal a lot of stuffs. And nearby the railway tracks, there were a lot of scrap iron rods. So we used to sell them, and I used to buy this English to Oriya translation and small spoken English speaking course books. And in my house, I used to study during the night, and that's how I learned. And then I came to JNU, New Delhi, and so I learned English. Et c'était quoi ton premier mot en anglais? What was your first word in English? The first word you learned? Wasn't it from, you watched lots of TV series as well, no? The first word that I learned in English was pass. So when I went to a school, high school, most of the students spoke English, and it was a Christian missionary school. And so if you have to go to the toilet, you saw like this, and you say pass. So even I used to be very happy because that was the one English word that I learned. So I was like, every time I'll be like, okay, pass, and I'm going to toilet. Donc pour apprendre l'anglais, il a été à une époque voler des choses sur le marché pour pouvoir les revendre et s'acheter des petits livres ou prendre aussi des morceaux de métaux qui traînaient sur les rails de train pour pouvoir, avec cet argent, acheter des livres de traduction et apprendre comme ça l'anglais. C'est comme ça qu'il a appris. Et arriver et continuer à apprendre à l'université de JNU à New Delhi, là où on s'est rencontrés, on voyait des vidéos, là, une image de l'intérieur de la fac à Delhi. Soumit, tu t'es mis à étudier la poésie, la littérature dalit à l'université à JNU. Tu t'es intéressé à la figure de Ambedkar, qui est une des personnes importantes pour la communauté des intouchables, des dalits, qui les a défendus au XXe siècle. Et toi, tu t'es dit, moi, pour me faire entendre, je vais faire du rap. Pourquoi tu as choisi ce moyen-là? Why did you choose rap to express yourself? So in the University of JNU, there was a lot of student politics that was happening, and most of the student politics in JNU was left student politics. And even there, most of the students who came from Dalit community or Adivasi, the tribal communities, did not have a space. And we formed a association in 2014. And then in that association, we said that this association will represent all the Dalit students and Adivasi students, and we will speak our politics, we will speak our discourse, the question of identity, language, the question of poverty, the question of affirmative action, and how we are being discriminated in all the universities. And so that is how it was going on, and we used to organize a lot of protests. And almost all the protests, I used to be the one who used to moderate because I was the only one among them who spoke, fine English, but most of them they didn't speak. And 2016, one of my very close friends committed suicide in the Hyderabad Central University because of caste discrimination. His name is Rohit Vemula, and I think it became a very big news. The entire, country protested against that. And so after that, I felt like I'm writing a lot of articles, I'm making a lot of posters, social media campaigning, and that is not reaching to as many as people. And one day I got very angry. I was going to my school, to my university,
and there was a small jungle route I took, and on the way, I kept shouting things. I went to the class, I came back, and felt like, okay, there's some rhyming in whatever I'm speaking. I took a phone, and I started rapping the same thing, and I put it on YouTube. And the next day, my entire community, people from all across the country, they started messaging me, many of them, especially students from universities. They said, okay, this is nice, I think you should do it. And 10,000 people had watched in 2 hours. So I was like, okay, this is something. And that's when I started rapping to speak about my politics. Oui. En arrivant à l'université, il y avait beaucoup de politiques qui étaient faites et surtout, il y avait l'envie de créer peut-être des mouvements qui soient plus visibles autour de la communauté Dalit pour qu'elle puisse s'exprimer sur sa condition, sur ses difficultés. Et vous faisiez beaucoup de rallyes, beaucoup de manifestations, beaucoup de protestations. Et puis un jour, il y a un de tes meilleurs amis qui s'est suicidé suite aux discriminations qu'il subissait à l'université. Notamment, il y a beaucoup de difficultés pour rentrer dans l'université, comme vous l'aurez compris, et pour y rester ensuite. Soumit en a lui-même été victime. Et un jour, en traversant un petit morceau de terrain, alors qu'il était très énervé, il a commencé à crier. Et là, en criant, il s'est dit, mais il y a des choses qui riment. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est mis à faire du rap. Il est rentré en classe, il a enregistré quelque chose, il a mis ça en ligne. Et tout de suite, il a vu qu'il y avait 10 000 personnes qui avaient vu cette vidéo. Et il s'est dit que peut-être que c'était un moyen efficace pour toucher plus de monde avec ces questions-là. C'est comme ça qu'il a commencé à rapper. Il a proposé de rapper un de ses derniers morceaux. Are you ready? Are you ready with the music? Yeah. Can we make some noise? Astu jodi tu kichi koriki ja. Dui khana jibono somajor uthano pai tu kichi koriki ja. Poriki utiki dekiki sikiki loriki agoku boriki ja. Astu jodi tu kichi koriki ja. Dui khana jibono somajor uthano pai tu kichi koriki ja. Poriki utiki dekiki sikiki loriki agoku boriki ja. Astu jodi tu kichi koriki ja. Astu jodi tu kichi koriki ja. Kichi koriki ja. जीवनटा नुहे गोटे खेलगर संघर्षन मैदान लक्ष्य पहुँचा नुहे भारी सहज होगा पड़ो ते हैरान निज गोड़े निजे तू ठिया अटकई तोर करेनि कल्याण सब बेले रखे तू स्वप्न को आखिर सामने कठिन परिस्थिति हेले भी ताकू तू निडर होइकी सामना करे आस्तु जदि तू किछि करिकी जा दुई क्षण जीवन समाजर उत्थान पाई तू किछि करिकी जा पड़िकी उठिकी देखिकी सिखिकी लड़िकी आगकू बढ़िकी जा आस्तु जदि तू किछि करिकी जा आस्तु जदि तू किछि करिकी जा आस्तु जदि तू किछि करिकी जा देसिया पिला एरिया खाली देसिया पिला एरिया खाली एते वर्ष हैला देसिया पिला एरिया खाली देसिया पिला एरिया खाली एते दिन हैला मु किछि कहू नथिली बहुत चुपचाप थिली किंतु ता माने नुह कि मु किछि कहबाकू चाहू नथिली एते दिन हैला मु किछि कहू नथिली बहुत चुपचाप थिली किंतु ता माने नुह कि मु किछि कहबाकू चाहू नथिली गोटे वर्ष हैला डिग्री नथिला इंस्टीट्यूशनल हारासमेंट फेस कली गोटे वर्ष हैला डिग्री नथिला इंस्टीट्यूशनल हारासमेंट फेस कली एबे किंतु रक्षा नै आसुची मु करबाकू एरिया खाली एबे किंतु रक्षा नै आसुची मु करबाकू एरिया खाली देसिया पिला एरिया खाली देसिया पिला एरिया खाली गोटे वर्ष हैला इंग्लिश हिंदी रैप करबा स्टार्ट कली सिंदे थिली नुआ किंतु कास्ट ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कली स्वप्न मोर बड़ सपचिष्ट मोर छोट दूर मोर इच्छा शक्ति थंब नाय गड़ लिरिक्स लेके सामने रे अंबेडकर फोटो तुई 24 कैरेट गोल्ड मुई कोरापुटिया खांडी कला कड़क तुई 24 कैरेट गोल्ड मुई कोरापुटिया खांडी कला कड़क देसिया पिला एरिया खाली देसिया पिला एरिया खाली देसिया पिला एरिया खाली मन भितरे बहुत सब जिनिस को दबेकी रखिछि शुणिची देखिची सोईची मु लड़िची मन भितरे बहुत सब जिनिस को दबेकी रखिची शुणिची देखिची सोईची मु लड़िची निज पय रैप नै समाज पय करूची निज पय रैप नै समाज पय करूची समय लागिबो किंतु धीरे धीरे रैप माध्यमरे मु समाजर लंगळा नाचकू फदाफस करिवि रैप माध्यमरे समाजर लंगळा नाचकू फदाफस करिवि ढोकिला कुकुरो कामुडे नाई गरजिला मेघ बरसे नाई गरजिला मेघ बरसे नाई ढोकिला कुकुरो कामुडे नाई किंतु आजी गरजिला मेघ बरसिबो किंतु आजी ढोकिला कुकुरो कामुडिबो yeah देसिया पिला एरिया खाली देसिया पिला एरिया खाली thank you okay so I'll just explain a little bit about the song because it's very important so the community that the place that I come from
we call ourselves Desya. Desya means people who come from the land, people who have worked in that particular land, people who are rooted in the land and they belong to the land. And so this particular thing, Desya, is used as a caste abuse to our community people for the way we eat, for the way we speak, the way we clothe. And so we say that, you know, that's for you that might be abuse, but for me it's a thing of assertion. So that's why I made a song on this, and this song talks about Desya Pila Area Khali means Area Khali is a slang that we use in the local slum, which means awesome. It's amazing. So let's say if I say okay, Caroline, you look amazing. So I say Caroline Area Khali. So I'm saying this Desya, our identity, us, we are amazing people. You know, we are awesome. So there's nothing like us. So the song is about that. Donc Soumit dit que le sens de la chanson, c'est de réutiliser un langage qui peut être utilisé par les castes plus supérieures pour insulter et se réapproprier, et certains mots qui appartiennent au slang, se les réapproprier pour se mettre en valeur et pour essayer d'affirmer une fierté pour cette communauté. Did you have on your phone one of the Bollywood music you were listening when you were young that reminds you of Soumit nous racontait que, en fait, finalement, il voit plus souvent nous avec le Radio Live, puisqu'il est venu à Paris il y a quelques mois. C'est plus facile pour lui d'aller à Paris que de retourner voir sa mère qui habite très très loin dans le village où il a grandi. 48 heures de bus d'aller de New Delhi au village où il y a ses parents. Là, c'est la maman de Soumit qu'il a filmé dans son dernier voyage. On a demandé à Soumit s'il y avait un morceau ou quelque chose qui lui rappelait sa maison et l'endroit où il a grandi. Do you understand what you're doing in Delhi? Rapping, writing, studying? Yeah, they only know that I'm studying, but they don't know what I'm studying. And because if I tell them, they don't understand. Yeah, so they have told me to stay away from doing politics because if I go back village, if I go back to my place, there's also a lot of threat if you do politics. But yeah, about rapping, because last time when I went home, I was just rapping behind my house, and then my mother thought, I think there's a spirit in me. There's a spirit in me, and then she went and told my father, like, what has happened to Sumit? What is he doing? He's talking to himself, and he has gone crazy or something like that. So they don't yet know. I think I'll tell them after some point of time, because my mother thinks that I have to get a job and I have to work something, and I shouldn't be roaming around, singing songs and dancing. Soumit dit que quand il rentre dans son village, le problème c'est qu'il risque d'avoir des problèmes parce que comme là-bas c'est très mal considéré de faire de la politique, notamment pour la caste, pour la communauté à laquelle il appartient, donc ce serait dangereux, c'est dangereux en tout cas pour lui de rentrer. Il faut qu'il fasse attention et surtout il faut qu'il se tienne éloigné de la politique. Et la dernière fois qu'il est retourné, il faisait du rap dans un buisson pour s'entraîner un peu et sa mère l'a vu, il a cru qu'il était pris par le diable ou par une possession, puisque par un esprit, voilà, parce qu'il parlait tout seul, il parlait à lui-même. On va peut-être retourner à Maurice avec Oliver, et avant ça, avec un nouveau morceau. Emeline? Nous vivons nous tous seuls depuis plus que 40 ans. Zoli mélange, mais compte en faire différence. Comment dire les mondes entiers, tous en rassemblés. L'ONTZ, la clé, l'océan. Mon compte en côte, mon fin, n'a peine pour discuter. Mais elle ban trick, mais n'a pour changer. Mon compte en côte, mon fin, n'a peine pour discuter. Mais elle ban trick, mais n'a pour changer. Rose, nous appelle trou, rouge, blé, zopé, polien, la mer, zone, ma varie, zone.
Rouge, nous à paix trouve rouge, blaze, op et polier la mer, zone, zone, ma varie, zone, vert, à nous porter nous la terre. Moselle sur les peuples, et n'a tout qualité visage. Sorti l'Afrique, l'Occident, une ville mélange à l'Orient. Pays diversité créole qui nous cause l'eau, nous tisille au milieu de l'océan. Mon compte en côte, mon fin, n'a pas pour discuter, mais un bantric, le n'a pour changer. Mon compte en côte, mon fin, n'a pas pour discuter, mais un bantric, le n'a pour changer. Rouge, nous à peine trouve rouge, blaze, op et polier la mer, zone, zone, ma varie, zone. Rouge, nous à peine trouve rouge, blaze, op et polier la mer, zone, zone, ma varie, zone. Vert, arrête quelle couleur la peau, Valère, si tu es dans le fond les guerres, citoyen, lève ton drapeau, montrez qu'il te vient de la terre. Arrête que de couleur la peau, Valère, si tu es dans le fond les guerres, citoyen, lève ton drapeau, montrez qu'il te vient de la terre. Anananananana, anananananana. Anananananana, anananananana. Anananananana, anananananana. Anananananana, anananananana. Rouge, nous à peine trouve rouge, zopé polier la mer, zone à varie zone. Rouge, nous à peine trouve rouge, zopé polier la mer, zone à varie zone. Sorti l'Afrique, l'Occident, mélange à l'Orient. Sorti l'Afrique, l'Occident, mélange à l'Orient. Vert, sorti l'Afrique, l'Occident, mélange à l'Orient. Moselle sur les peuples, et n'a tout qualité visage. Vert, à nous protège, nous la terre. Merci. Merci. Bravo, Emeline. Merci. Oliver, tout à l'heure, on parlait un tout petit peu de... Tu parlais de la mixité dans ton quartier. Si ça, c'est une frontière que vous avez tracée avec Soumit, c'est quoi les premières frontières que tu as observées enfant et qu'il fallait dépasser? Le jardin, nous, on a décidé de prendre notre indépendance. On n'a pas attendu qu'on nous la donne. Et en même temps, alors le jardin s'appelle un jardin communautaire, ce qui fait que ça regroupe les gens, les Mauriciens, de toutes les classes sociales, toutes les communautés, toutes les croyances. Et voilà, c'est ça. On essaie de créer des utopies un peu partout à Maurice. Alors, on va écouter le son numéro 7. Et là, on arrive, on est en voiture et puis on arrive dans le jardin. D'abord et puis on arrive dans le jardin. Ah, ok, je ne savais pas. C'est le son numéro 7. J'habite à Pamplemousse, là où il y a le jardin botanique, un endroit qui est vraiment vert. Du coup, je peux dire que j'ai grandi dans la nature en même temps. Par exemple, dans ma cour, il y a toutes sortes de fruitiers. Et tout le long de l'année, je récolte des fruits. Par exemple, là, il y a des litchis. Allô, oui? Indian oil, vegetable. Non, vegetable, we're not feeling Indian oil. Ah ouais.
Alors, nous avons des laitues, des haricots, il y a des betteraves, du thym. Bon, vous avez les fines herbes, un peu de tout. Là-bas, vous aurez des aubergines, il y a du piment, il y a des laleux. On est sur le jardin pilote du projet Allen Bio. Ce jardin a été fondé par les membres de 12 Star Cooperative. Parce qu'au début, j'avais une idée. Voilà, toutes les décisions, tous les votes, etc. C'est là qu'on célèbre aussi. Il y a des coins comme ça un peu partout qui inspirent les gens à se reposer, à se ressourcer. C'est pas chose rare de voir les habitants du quartier qui viennent ici pour jouer de la musique ou pour parler, partager un dîner ensemble, pour fêter un anniversaire. En même temps, ça agit comme un lieu. Voilà, c'est un lieu de révolution, mais pas de révolution comme ils sont en train de faire la réunion en France. Pour moi, c'est pas ça de la révolution. La révolution, c'est une révolution de conscience. Voilà, c'est un peu ce rêve aussi qu'on veut partager même avec les touristes. Par exemple, on a fait un programme d'écotourisme où les touristes ils sortent sur les hôtels, dans leur hôtel 5 étoiles, super luxueux, et viennent vivre une journée vraiment avec les Mauriciens souches. Il y a des animaux aussi, il y a des chèvres, il y a des canards, il y a des volailles. Et en même temps, ce jardin représente un symbole de résilience contre la drogue, contre tout ce qui est chimique, contre le laxisme. Sur ce jardin, nous faisons la promotion du travail honnête, mais en même temps, du travail organique. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils produisent des légumes organiques qu'ils revendent au même prix que les légumes conventionnels. Alors, et à savoir, il y a une triste réalité à Maurice. Nous sommes malheureusement le pays africain le plus affecté par le cancer, et cela est dû au fait qu'on est le plus gros consommateur et d'utilisateurs de pesticides et d'engrais chimiques et tout. Alors, il a été récemment prouvé d'ailleurs que chaque Mauricien consomme en moyenne 2 litres de pesticides de manière involontaire par an. Il existe des légumes organiques à Maurice, mais elles sont vendues à 6 à 7 fois plus cher dans la plupart des cas. Alors, le message qu'on est en train de faire circuler à travers cela, c'est que si tu n'as pas d'argent, si tu es un Mauricien de la classe ouvrière, si tu n'es pas privilégié, économiquement privilégié, alors toi, tu n'as pas droit, tu n'as pas accès à la santé. Alors que c'est vraiment un paradoxe droit de l'homme qui dit que chaque être humain doit avoir droit à la nourriture et à la santé, article 25. Est-ce que tu savais, Karina, que tu pouvais aller chercher des légumes dans le jardin communautaire d'Oliver? J'ai entendu parler du projet Island Bio et j'ai toujours trouvé que c'était super parce que finalement, ce que fait Oliver, c'est tout à fait complémentaire aussi. C'est pas chez toi. C'est une équipe, voilà. En fait, ton équipe et tout ça, en fait, c'est aussi complémentaire avec les batailles que je peux mener, moi, avec tous les gens qu'on a dans le collectif. Parce qu'il parlait à un moment d'écotourisme, par exemple. Il parlait aussi de ce côté privilège. Mais tous ces combats, parce que je fais un combat pour la préservation du littoral, etc., mais c'est plus grand que ça. Je parlais de la qualité de la vie des Mauriciens. Et ça, ce genre de projet, ça contribue directement dans une suite logique. Lui, il est juste en train de préparer la suite logique. Moi, je suis en train de faire barrage un peu et préserver ce qui peut être encore. Mais lui, il a entamé la suite qui est justement les alternatives. Et je pense que l'un dans l'autre, on est bien complémentaires et je pense qu'il y a moyen d'espérer quand même. Oliver, toi, tu passes beaucoup de temps à chercher des terres sur l'île. Pourquoi? Alors, parce que l'idée du projet, c'est justement d'encadrer des sans-voix, comme on dit. Alors, avec une équipe, on a pu faire un recensement mondial des barrières qu'il existe pour les personnes marginalisées, pour se mettre à l'agriculture, pour faire des jardins et tout. Et parmi eux, c'était les barrières administratives pour pouvoir retrouver du terrain. Alors, du coup, nous,
on a décidé de pouvoir faciliter, enfin d'essayer de faciliter tout ça à travers la recherche de terrain. Ça veut dire que le bénéficiaire, lui, quand il commence à travailler dans le projet, il n'a qu'à venir avec sa motivation. Nous trouvons les fonds, nous trouvons le terrain et tout. Alors, il y a un gros travail derrière, il y a un travail d'équipe, mais voilà, c'est ça le but. Et c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à rechercher les terres. Et toi, le tout début de ton engagement, tu avais 17 ans et avec des amis, vous vous êtes appelés les Anges de la rue et vous avez commencé à faire des comédies musicales, c'est ça? Ah oui, ça c'était à Pamplemousse. C'était pas exclusivement que de la comédie musicale, mais en même temps... Alors, on a surtout retenu ça, nous. On a aimé t'imaginer en costume de comédie musicale en train de chanter les tubes de... C'était quoi? C'était les 10 commandements que tu avais repris? Ouais, alors la chanson Mon frère, parce que j'ai un frère jumeau, alors ils ont vu, ah tiens, ça pourrait être intéressant de greffer ça dans la comédie musicale, exactement. Alors avec un petit groupe d'amis, on était 4, et bon, on s'était dit, ouais, il n'y a pas grand-chose à faire ici à Pamplemousse, et en même temps, à côté de nous, il y avait une cité, enfin, il y a toujours cette cité, une cité ouvrière, où il y avait des jeunes comme nous qui étaient... en quelque sorte moins privilégiés. Et voilà, là-bas aussi, il n'y avait pas beaucoup d'activités. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas se rencontrer au moins une fois la semaine et d'essayer de faire le point, voilà, sur ce que nous sommes en train de vivre en tant que jeunes, en tant qu'adolescents. Et c'est comme ça qu'on a commencé le mouvement Ange de la rue. Et puis, bon, il y a eu au moins une 50aine de membres et on a organisé 3 comédies musicales. La première était destinée uniquement pour les jeunes de Pamplemousse. Et puis... bon, c'était super bien fait et tout, et d'autres gens ont commencé à redemander. Et là, pour la 2e et 3e édition, on a ouvert pour le Nord en entier. Et toi, tu chantais ou tu jouais? Alors, je jouais plutôt. Ouais. Et tu parlais de ton frère jumeau. Vous avez quelle relation ensemble? Est-ce que vous avez les mêmes préoccupations, les mêmes engagements, justement? Alors, si, nous avons les mêmes préoccupations, mais pas les mêmes engagements et pas la même manière de faire. On est assez content d'avoir retrouvé cette photo. Oh, ok. Et donc le même père qui est Michael Jackson. Oui, donc vous étiez très proches. Enfin, Exactement, vous êtes très ouais. proches. Bien souvent, les gens, quand ils nous entendent parler, moi et mon frère, ils nous disent hey, mais vous, là, vous ne faites jamais de pause, alors c'est toujours politique, problème social et tout que vous discutez. Mais ça a été le cas depuis que nous sommes tout petits. Et je pense que c'est dû au fait que tous les soirs, on s'asseyait en famille et que avec mon père et ma mère, bon, ils discutaient de leurs sujets d'adultes, voilà, ce qui se passait dans la société, etc. Et nous, on était là à écouter et on participait dans la conversation, même si les choses qu'on disait, des fois, n'étaient pas très sensées, parce qu'on ne comprenait pas à l'école, à l'époque. On a commencé à prendre goût à réfléchir sur ce qui se passe autour de nous. Et ou peut-être aussi une des choses qui a été importante pour toi, c'est de te rendre compte que peut-être toi et tes sœurs, vous ne ressemblez pas physiquement, et que ça pouvait avoir des conséquences dans la façon dont vous viviez vos vies au quotidien, tout simplement. Ah oui, comme je vous disais, alors, dans ma famille, on est à 2 frères, moi et mon frère jumeau, et 2 sœurs. Alors, il y a quelque chose de vraiment intéressant qui se passe. Nous avons les mêmes parents, mais moi et mon frère, nous sommes plutôt typés africains, et mes 2 sœurs sont très typées indiennes, hindoues. Alors, c'est vraiment intéressant quand on part, par exemple, dans un bureau et qu'on voit la différence de traitement qu'on reçoit, les deux. Alors, nous avons le même surnom, les mêmes parents, mais finalement, on se rend compte que c'est le phénotype qui définit l'approche que les fonctionnaires, par exemple, auront envers vous. Voilà. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et ça, vous en parliez avec ta sœur ou pas? Ah oui, si on en parle. Hein. Voilà. D'ailleurs, ma sœur qui est dans la salle. Bienvenue. Et tu nous parlais de pourquoi c'était important pour tes parents, peut-être pour ton père, que vous fassiez des études. Pourquoi tu penses que ça leur tenait à cœur? Alors moi, je pense que, par exemple, mon père, lui, il a commencé à travailler à l'âge de 13 ans. Il est mécanicien. Il n'a pas été beaucoup à l'école et tout comme ma mère aussi. Alors, je pense que mes parents, même, voilà, même s'ils ne comprenaient pas vraiment, comme si
rouages du parcours scolaire et tout, parcours académique, mais ils n'ont quand même pas voulu à ce que nous ayons les mêmes épreuves qu'eux. Alors, ils ont voulu un avenir meilleur pour leurs enfants, et depuis un jeune âge, ils nous ont toujours encouragés vers les études. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes 4 à la maison, tous les 4, on a été à l'université, et je crois que ça fait la fierté de mes parents. Et tout à l'heure, Soumit disait que sa mère avait du mal parfois à se rendre compte de ce qu'il faisait à travers le rap, tout ça. Toi, tu nous disais, mon père, il se rend compte quand même que, justement, je vois des journalistes, que parfois je parle à des conseillers, des ministres, je me retrouve dans des positions stratégiques. Comment tu penses qu'il voit ça? Bon, des fois, il comprend, des fois, bon. Parce que s'engager, c'est aussi des sacrifices, comme on disait, et c'est aussi pas forcément gagner beaucoup d'argent au début. Enfin, c'est pas rien. Exactement. Alors moi, après mes études tertiaires, j'étais directeur d'un projet à la CEI, Commission Océan Indien. Et bon, c'était une très belle expérience et tout. Et moi, je voyais très bien ma carrière démarrer là-dessus. Et puis tout d'un coup, j'ai eu cet appel pour m'intéresser davantage à ce qui se passe dans la société et de tout quitter pour commencer quelque chose de nouveau. Et là, bon, j'ai dû dépendre de mes économies, 2 ans sans salaire, galérer, mais quand même, voilà, alors j'ai commencé seul. Je commençais seul avec l'idée, et puis hop, on m'a parlé des gars de Betchongo qui avaient commencé un projet un peu similaire, et là, je les ai rencontrés, et puis de là, voilà, avec une petite équipe, on a continué le parcours, il y a eu 2 organisations qui nous ont rejoints et tout, et là, ça a commencé à prendre de l'ampleur, et même mes parents, ils voyaient que les journalistes m'appelaient souvent, que j'étais souvent convoqué à des réunions avec des personnes qui sont là, alors que nous avons toujours vécu ici. Et on te prenait au sérieux, même si tu étais très jeune? Ah si, parce que, alors moi j'aime bien dire que je suis un rêveur, mais en même temps, bon, j'ai fait des études en management et en économie aussi. Alors, je n'ai pas vraiment voulu évoluer dans ce domaine-là après mes études, mais quand même j'utilise les techniques que j'ai apprises, voilà, mon savoir, voilà, les techniques pour pouvoir faire en sorte à ce que le rêve soit vraiment inscrit dans la réalité des choses, et que je puisse allier en même temps les intérêts économiques, les intérêts sociaux, et quand même quelque chose de plus grand que cela qui va vers une certaine conscience supérieure et collective. Tu nous disais, moi je suis un rêveur, mais quand j'arrive avec un projet, j'arrive avec des chiffres, un business model. Voilà, c'est pas juste un monde utopique que j'ai envie de construire. C'est concret. Exactement, voilà. Et d'ailleurs, j'aime bien dire que chez nous, nous fonctionnons comme une ONG, nous sommes non profitables, voilà, tout est offert gratuitement, mais en même temps, nous travaillons comme une entreprise. C'est-à-dire que nous avons essayé d'avoir des contrats, par exemple, avec des hôtels pour faire de l'écotourisme, nous avons passé des deals avec des supermarchés, de sorte à avoir un sponsorship, mais qui est investi comme, voilà, qui nous est donné comme un investissement. Alors, nous croyons dans la pérennité des choses, et si nous disons à nos bénéficiaires d'essayer voilà, d'être autonomes, de devenir leur propre patron et tout, alors nous devons nous aussi montrer l'exemple. Et un de tes prochains projets, tu nous parlais d'une école d'agriculture, parce qu'on a besoin d'agriculteurs et ce n'est pas forcément un métier vers lequel les jeunes vont aujourd'hui. Certainement. Alors, nous pensons que ce dont nous avons besoin, c'est d'une école d'agriculture ludique, vraiment avec la science ludique. Parce que là, pour l'instant, quand on parle de permaculture, quand on parle d'agroécologie et tout, c'est uniquement accessible à certaines personnes qui ont quand même une certaine notion de la science, alors que, voilà, les héros de demain, les héros de demain, non pas zéro, les héros de demain, peuvent être quand même des personnes qui ne savent pas lire, par exemple, parce que la science de la nature, ça ne dépend pas vraiment des livres, des théories, des formules et tout. Voilà, il faut être en contact avec la nature. Et nous avons construit le projet de sorte à ce que le jardin devienne comme une sorte d'école. Alors d'ailleurs, là, en ce moment, il y a pas mal d'enfants en vacances qui viennent sur le jardin, qui viennent faire des stages de sciences, etc. Et, ouais. C'est peut-être un projet que Inès pourrait un jour mettre en place en Bosnie. Je sais qu'elle a aussi des combats communs. On ne va pas tarder à aller
On va atterrir rejoindre à Sarajevo pour la dernière partie de la soirée. On va partir avec un son qu'on a adoré écouter là-bas quand on est arrivé. C'est le son numéro 8. C'est un collectif de musique qui s'appelle le Dubiosa Collectif. Vous allez voir, ça déménage. Le son numéro 8. Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina 5. u svijetu po odlivu mozaka. Mozgova. Là, on arrive dans la chambre d'Inès à Mostar quand elle est enfant et qu'elle grandit. Donc Mostar, c'est à 3 heures de Sarajevo à peu près en Bosnie. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y avait au mur dans ta chambre, Inès? What kind of posters did you have on the wall? Okay. So this was my room, and I had a piano because I was going to a music school and I really liked playing piano. But I tried to put my room into something that I like, you know, because when you are in a war, there are not many things you really like in life. And I was always trying to like make my room at least a place where that would be enjoyable and that I would really love to be at. And so besides my piano, which I adored and play all the time, I had a wall which was full of posters of the musicians I really liked, and it was really hard to watch TV or listen to radio or have any kind of music, you know, during the war. But each time I would, for example, have some soldiers from UN coming, and you know they were really around my very near. Their base was very near my house. I would ask them, but do you have any like magazines with the posters of the musicians, you know? And a few of them actually gave me some of the magazines. So I had the posters of Michael Jackson, Nirvana, Radiohead. I liked Radiohead a lot when I was a kid. I still love them, but at the time when I was growing up, this was kind of music that I loved to listen. And I didn't manage to draw entirely. I had a big map of the world, which I was watching, and then I would like imagine that one day, you know, I'm going to travel the world and see all these beautiful places, and but it was mainly to basically run away, not really to come back and stay. Yeah. Donc elle a décrit sa chambre pendant la guerre. Il fallait trouver des façons de se divertir. Il y avait un piano, elle aimait faire de la musique. Elle avait beaucoup de posters et elle avait demandé à des soldats de l'ONU qui étaient là pendant la guerre de lui découper des magazines et s'il y avait des posters de rockstars ou de groupes, de lui donner. Et donc elle avait Radiohead, Nirvana, tout ce qu'elle aimait au mur. I also wanted to say one funny anecdote. I was when I was 10 years old in the classroom, and it was 1994, and we had, you know, the cassettophones, you know, you remember with the cassettes, you know, the thing, Walkmans. I don't know how you. Un lecteur cassette. Yeah, and we had the tape of Nirvana, you know, and me and my friend, we were really like, we loved the band and we really listened to it all the time. And we were crying in behind, and our teacher asked us, but what's happening? Why are you crying? Who died? You know, because people were dying every day, so it was quite normal to have somebody who died in your family today, yesterday, or whatever. And we said, but Kurt Cobain died, you know, and she was like, who's that? You know, like it was really like, who are you talking about? En cours, Inès écoutait parfois sur son Walkman, elle écoutait de la musique, et notamment Nirvana, et un jour, elle était au fond de la classe avec sa copine, et elle pleurait, et le prof a demandé « Mais pourquoi vous pleurez ?» Et comme à l'époque, il y avait beaucoup de morts, parce que c'était la guerre,
Ils s'attendaient à ce que ce soit un cousin, un proche. Et en fait, elles ont toutes les deux répondu, mais Kurt Cobain est mort. Et c'était cette époque-là, c'était les années 90, et le prof ne connaissait pas. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé dans ton salon pour le portrait de Tito quand la guerre a commencé? You know, my father, during the Yugoslavia period, and even after that, he was a big communist, he was a big Marxist. He really believed in Yugoslavia. He believed in brotherhood and unity of all the nations, ethnicities, and religions in our region. And he really loved Tito. I mean, Tito was... Tito, who was the leader who of was the the leader, Yugoslavia. yes, and who was, first of all, a big partisan leader during the World War II. Yugoslavia was one of the countries, the first country that had the biggest partisan movement in Europe, fighting the fascists and the Nazis. And so he was like an icon for many people, including my father. So in his bedroom, in my mom's and dad's room, he didn't have our photos or, you know, photos of my mother or their wedding or whatever. You know, he had a big photo of the Tito just behind their bed. And when war began, of course, Tito was not popular anymore. And so he had to put the photo down. And he put my photo from the first grade, you know, because, okay, he has to put something, you know, so he put my photo. And as soon as the war ended in 1995, I went down, Tito went back. And even today, my father died a few years after the war, but even today, my mother preserves the photo of the Tito in their bedroom. Mon père était un énorme fan de Tito, Tito qui était donc le leader de la Yougoslavie, ce pays qui réunissait tous les différents peuples de différentes religions avant les années 90. Et un jour, comme la guerre a commencé, Tito n'était plus très populaire vu qu'il y avait la guerre et que c'était plus populaire et c'était plus possible d'avoir ce portrait dans la chambre. Alors du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enlevé le portrait de Tito et à la place, dans sa chambre, il a mis le portrait de Inès à l'école. Et ensuite, quand la guerre a fini, hop, le portrait de Tito est revenu et Inès, son portrait, a disparu. Et Inès connaît par cœur l'hymne de l'ex-Yougoslavie, parce que quand on est avec elle en voiture, on le met à fond et elle le chante à tue-tête. Tu nous le fais écouter ? Ceux qui connaissent dans la salle peuvent chanter aussi, évidemment, l'hymne national yougoslave. Za narod srce živi, njihovi sinova. Živi, živi duh slavenski, živjeće vjekova. Zaud prijeti ponor pakla, zaud vatra groma. Zaud prijeti ponor pakla, zaud vatra groma. Elle chante juste en plus. Bravo.